Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça y est, j'ai enfin eu une semaine de vacances. Pourquoi pas visiter Lisbonne pour la première fois? Cette ville si à la mode depuis quelques années. Ça tombe bien, mon meilleur ami Alex, portugais et ayant de la famille là-bas, me propose d'y aller. Pour nos 10 ans d'amitié, il était temps pour nous de voyager ensemble. Je vais vous parler de ce qu'il y a à faire et à voir, de quoi vous inspirer et surtout de quoi vous donner envie d'y aller pour votre prochain voyage. Pour me soutenir, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Allez, on y va. Passer 3 jours à Lisbonne, ça donne quoi? Lisbonne, c'est la ville touristique par excellence depuis quelques années déjà. Mais pourquoi tout le monde s'intéresse à cette ville? Si vous voyez beaucoup de publications sur les réseaux, c'est finalement plutôt normal. Lisbonne est une destination très facile d'accès, pour pas cher, tout au long de l'année. Si vous avez déjà regardé mes vidéos précédentes, vous savez que j'aime énormément savoir l'histoire des villes où je vais. Nichée sur la côte atlantique de la péninsule ibérique, Lisbonne, la capitale du Portugal, est une ville qui marie avec brio histoire et modernité. Avec son climat plutôt doux, ses places animées et ses panoramas à couper le souffle, elle séduit les visiteurs du monde entier. Chaque quartier révèle une facette unique de la ville, témoignant de son riche patrimoine culturel et de sa vitalité contemporaine. Fondée il y a plus de 3000 ans, la ville a d'abord été un important comptoir commercial. Elle a ensuite connu l'occupation romaine, devenant une cité prospère de l'Empire. En 1147, la ville fut reconquise par les chrétiens sous le commandement du roi Alphonse Ier de Portugal, marquant le début de l'âge d'or de Lisbonne. Au XVe et XVIe siècle, Lisbonne s'impose comme l'un des principaux centres du commerce mondial grâce aux grandes découvertes. Des explorateurs tels que Vasco da Gama partent de ses rives pour découvrir de nouvelles routes maritimes, faisant de la ville un carrefour de richesses et d'influences culturelles. Pour notre premier jour, nous avons ciblé une partie de la ville qui regroupe beaucoup de choses essentielles à voir. Il s'agit du quartier de Bexa. C'est une zone centrale qui va vous permettre de visiter toutes les petites ruelles de Lisbonne et voir la plupart des bâtiments importants. Où que vous logiez sur Lisbonne, vous avez plein de moyens de vous déplacer. Vous pouvez très bien tout faire à pied, les zones sont accessibles à environ 30 minutes. Pour gagner du temps, le métro, le tramway et le bus sont une bonne option. Pour faire au plus simple, nous avons directement payé plusieurs voyages sur un seul et même ticket grâce à une borne d'une station de métro. Ce ticket permet d'emprunter tout type de moyens de transport, donc c'est très pratique. Nous sommes arrivés à notre première destination, près de la place da Figueira. D'ici, on a une vue sur les reliefs de la ville. La place est grande, animée et entourée de boutiques et de bars. C'est un parfait point de départ pour aller directement marcher dans une des allées les plus populaires et passer en dessous de l'Arco da Rua Augusta. Pourquoi est-elle si populaire? Eh bien, à Lisbonne, elle est placée sur une place très célèbre qui s'appelle la place du commerce. Cette arche est un monument emblématique qui symbolise la résilience et la renaissance de la ville. À savoir, très important pour l'histoire de Lisbonne, c'est qu'en 1755, Lisbonne a été dévastée par un tremblement de terre suivi d'un tsunami et d'incendies. Tout ça a causé des destructions massives et des milliers de morts. La reconstruction de la ville, menée par le marquis de Pombal, donne naissance à la Bexa Pombalina, un quartier moderne au tracé orthogonal caractéristique. La construction de l'Arco da Rua Augusta commence en 1759 dans le cadre du projet de reconstruction urbaine dirigé par le marquis de Pombal. Cependant, les travaux avancent lentement et ne se sont achevés qu'un siècle plus tard, en 1873. L'arc est conçu par l'architecte portugais Santos de Carvalho, qui adopte un style néoclassique pour exprimer la grandeur et la stabilité retrouvée de Lisbonne. Depuis la place du commerce, on peut voir le plus long fleuve de la péninsule ibérique, le Tage. Il a été une artère vitale évidente pour le commerce, la culture et le développement urbain de la région. Si on suit le Tage, on a une atmosphère très maritime forcément, mais en même temps très authentique malgré les touristes. On y croise énormément de coureurs et de coins pour se poser. En remontant, la magie de Lisbonne opère et vous pourrez passer devant le Mercado de Ribeira. Le marché a été inauguré en 1892 et a depuis servi comme un important centre de commerce pour la ville. La décoration intérieure combine des éléments historiques avec une esthétique moderne, créant un espace super accueillant. Non loin de là, vous pourrez traverser la très célèbre rue Rose. Historiquement, la rue Rose, c'était un quartier portuaire animé, connu pour ses bars, ses maisons closes et ses marins en quête de divertissement. Au fil du temps, la réputation du quartier a varié. La rue a été repeinte en rose vif en 2013 dans le cadre d'un projet de rénovation visant à changer l'image de la rue et à attirer un nouveau type de visiteurs. En continuant, vous arriverez à la place de Camões. C'est une place historique située dans le quartier du Chiado. Elle est nommée en l'honneur de Luís de Camões, le plus grand poète épique portugais. Cette place est un symbole fort de la culture et de l'identité portugaise.
Le quartier du Chiado est connu pour ses cafés littéraires, ses théâtres et ses librairies. Le célèbre café A Brasileira, un lieu de prédilection de Fernando Pessoa, se trouve à proximité. Le quartier est devenu moderne avec énormément de boutiques très anciennes. N'hésitez pas à entrer dans les boutiques, à regarder autour de vous, tout est absolument incroyable. D'ailleurs, je suis passée devant la librairie la plus ancienne du monde, encore en activité. Fondée en 1732, l'intérieur a été évidemment rénové, mais la façade reste authentique. Ensuite, en remontant les rues, nous sommes arrivés à une nouvelle place, la place du Carmo. Nous avons trouvé un super spot juste à côté qui nous a permis d'avoir une magnifique vue sur les reliefs de la ville. D'abord, pour le côté touristique, l'ascenseur Santa Justa. Pas très intéressant à faire pour moi, mais il fait partie du paysage depuis 1902. Fait en fer forgé, il a fallu 2 ans pour le construire et c'est une attraction évidente pour les touristes. Pour 5 €, il offre une très belle vue sur la ville. Après notre petite pause, nous avons visité l'église du Carmo. Incroyable édifice datant d'avant l'incident tragique de 1755. Ses ruines ont été conservées et sont visitables pour un prix d'entrée à environ 7 € par personne. En plus, un petit musée a été créé à l'intérieur permettant de comprendre l'histoire de Lisbonne depuis la préhistoire. Cette église est également liée à un événement marquant pour l'histoire du Portugal, la Révolution des œillets, survenue le 25 avril 1974. Ce coup d'État militaire a conduit à la fin de près de 50 ans de dictature et à l'établissement d'une démocratie au Portugal. Dans la nuit, les civils rejoignent massivement les militaires dans les rues de Lisbonne, offrant des œillets rouges aux soldats, symbole de la non-violence de la Révolution. Une partie de l'armée et les civils se sont donc réunis sur la place du Carmo, face à l'église, pour forcer le dictateur à se rendre. La Révolution se termine sans bain de sang majeur et le régime dictatorial est renversé en moins de 24 heures. Depuis, le 25 avril est devenu un jour férié national, célébré comme la journée de la liberté en commémoration de la Révolution. Il était très important pour moi d'en parler tant l'histoire est incroyable. Tout ça rend ce site unique et très émouvant à visiter. Après cette visite incroyable, nous nous sommes dirigés vers le quartier historique de l'Alfama. En passant, vous pourrez voir la cathédrale de Lisbonne. Plus communément appelée C de Lisboa ou simplement C, la cathédrale est l'une des structures les plus anciennes et les plus importantes de la capitale portugaise. La construction de la C a commencé en 1147 après la reconquête de Lisbonne par le roi Afonso I. La cathédrale a été érigée sur le site d'une ancienne mosquée symbolisant le triomphe du christianisme sur l'islam dans la région. Ayant survécu également au tremblement de terre de 1755, la C de Lisboa est une attraction touristique majeure. Bien sûr, nous sommes allés nous balader dans le quartier du Château Saint-Georges, l'un des sites les plus emblématiques et historiques de Lisbonne. Situé au sommet de la colline la plus haute du quartier historique de l'Alfama, le château a joué un rôle central dans l'histoire de Lisbonne depuis sa fondation. Les premières fortifications sur le site remontent à l'époque romaine. Il a subi des dommages lors du tremblement de terre de 1755 également, mais a été partiellement restauré au XXe siècle, notamment sous le régime de Salazar, pour devenir un site touristique. Le site abrite un musée avec des vestiges archéologiques qui montrent les différentes périodes d'occupation. Le château est entouré de jardins pittoresques où les visiteurs peuvent se promener et se détendre tout en profitant de la vue sur la ville. Des visites guidées sont disponibles pour explorer les différentes parties du château et en apprendre davantage sur son histoire et son architecture pour un prix d'entrée à environ 10 € par personne. Le quartier du château est très agréable à visiter, que ce soit pour l'architecture, l'ambiance ou l'authenticité du lieu. N'hésitez pas à être curieux et à vous faufiler dans les diverses rues du quartier. Vous pourriez tomber sur différents points de vue incroyables sur la ville. En continuant notre chemin, nous sommes passés devant le Panthéon national de Lisbonne. Il s'agit d'une église baroque construite au XVIIe siècle qui a ensuite été transformée en panthéon pour abriter les tombes de personnalités importantes de l'histoire portugaise. Le Panthéon est bien sûr visitable pour un prix d'entrée à environ 7 €. Pour finir cette première journée, nous avons passé notre soirée dans le quartier Alvalade. Situé au nord de Lisbonne, ce quartier n'est pas trop touristique et permet d'avoir une autre vision de la ville. Si jamais vous y passez, il y a une grande promenade magnifique près d'une université qui vaut vraiment le détour, le jardin Mario Soares. C'est une balade pleine de détente avec de quoi se restaurer et se poser. Pour notre deuxième jour, direction le quartier maritime au sud-ouest de Lisbonne. Objectif, le monastère des Hiéronymites. Bon, d'abord je vais vous partager une petite galère que l'on a vécue pour que vous puissiez vous débrouiller en cas de problème. Nous avons commencé en bus depuis le quartier Alvalade. Le bus nous a déposés en plein milieu du trajet au niveau d'un rond-point, la place du Marquis de Pombal. Magnifique place d'ailleurs, mais on a vite compris que plusieurs chauffeurs de bus faisaient grève ce jour-là. On a donc dû trouver une solution pour aller à notre destination et nous avons donc pris un taxi. Le chauffeur a été super gentil et nous a déposés devant un endroit très important à Lisbonne. C'était pas du tout prévu d'aller là, mais c'est un endroit emblématique de la ville, il faut donc que je vous en parle un petit peu.
Il s'agit de la confiserie Pastéis de Belém, ouverte depuis 1837 dans le quartier de Belém à Lisbonne. Ici, vous pourrez faire la queue, même dès 10h, pour savourer la traditionnelle pâtisserie Pastéis de Nata dans un décor de bleu et de blanc, comme le veut la tradition. Et oui, c'est vrai, c'est la meilleure que j'ai jamais mangée. Après cette petite pause, nous sommes enfin arrivés à notre objectif de base, le monastère des Hiéronymites. La construction du monastère a débuté en 1501 pour commémorer le retour de Vasco de Gama après sa première expédition vers les Indes. L'ordre religieux des Hiéronymites, d'où le monastère tire son nom, était chargé d'y vivre et de prier pour l'âme du roi et des navigateurs. Le prix d'entrée varie de 7 € à 12 € environ par personne. La nef de l'église est particulièrement impressionnante et vous pourrez y voir les tombes de deux personnalités, Luis de Camões, le célèbre écrivain, et Vasco de Gama, le célèbre explorateur. Après la visite, juste en face, nous avons traversé la Praça do Império avec sa fameuse fontaine en plein centre. Très connue et très agréable, elle permet d'aller vers un monument incroyable, le monument des découvertes. Il rend hommage aux explorateurs portugais du XVe et XVIe siècle qui ont joué un rôle crucial dans l'ère des grandes découvertes maritimes. Le monument actuel, en béton armé et en pierre, a été inauguré en 1960 pour commémorer le 500e anniversaire de la mort du prince Henri le Navigateur, qui a été une figure clé dans l'initiation des explorations portugaises. Ensuite, direction la tour de Belém. Nous avons d'abord traversé le port du quartier maritime. De nombreux bars et restaurants longent le chemin. C'est une balade très agréable que j'ai énormément appréciée. Arrivés sur le lieu, nous avons pris nos tickets d'entrée afin de visiter la tour. Après un peu d'attente et pour le prix d'environ 6 €, cette visite libre permet d'en apprendre davantage sur son histoire. La tour de Belém a été construite entre 1514 et 1520. En plus de sa fonction militaire, la tour a servi de phare et de prison. Elle jouait un rôle important dans le contrôle du trafic maritime, en particulier pendant l'âge d'or des découvertes portugaises. Toujours dans le quartier de Belém, on peut très bien voir un pont de couleur rouge. Il s'agit du pont du 25 avril. Ce pont suspendu qui traverse le fleuve Tage relie la capitale portugaise à la ville d'Almada sur la rive sud. La construction du pont a commencé en 1962. À l'origine, il portait le nom de Ponte Salazar en l'honneur de Salazar, le dictateur portugais de l'époque. Après la fameuse révolution des œillets du 25 avril 1974, qui a mis fin à la dictature, le pont a été donc rebaptisé en commémoration de cet événement historique. Le pont du 25 avril est souvent comparé au pont de San Francisco en raison de sa couleur rouge et de son design similaire. Tout simplement, les deux ponts ont été construits par la même entreprise américaine. De plus, en regardant ce pont, on voit un monument très distinctif. Il n'est techniquement pas situé à Lisbonne, mais on peut tellement bien le voir qu'il faut que j'en parle quand même. Le Cristo Rei ou Christ Roi est une imposante statue de Jésus-Christ située à Almada sur la rive sud du fleuve Tage. Inspirée par la statue du Christ rédempteur de Rio de Janeiro au Brésil, cette statue est un symbole religieux et un point de repère important pour la région de Lisbonne. L'idée de construire le Cristo Rei remonte aux années 1930 lorsqu'un cardinal visita Rio de Janeiro. Le projet prit forme après la Seconde Guerre mondiale en 1940 comme acte de gratitude à Dieu pour avoir épargné le Portugal du conflit. Pour continuer notre visite de Lisbonne, nous avons repris le bus pour retourner vers le centre-ville. Il fallait quand même manger, donc on a fait une petite pause bien méritée au Hard Rock Café. Le temps de reprendre le métro et une mini-digestion, nous sommes arrivés à notre nouvelle destination, le Parc des Nations. À l'origine, cette zone était principalement industrielle et en déclin. Ce quartier a été ensuite développé à l'occasion de l'exposition universelle de 1998. Cette exposition avait pour thème « Les océans, un patrimoine pour le futur ». Depuis lors, il est devenu un centre culturel, commercial et résidentiel majeur de la capitale portugaise. De nombreux bars et restaurants sont présents et n'hésitez pas à vous balader aussi dans les petits jardins aux alentours. Un téléphérique est accessible depuis la place, il offre une vue spectaculaire sur le Parc des Nations, le fleuve Tage et le pont Vasco da Gama. Ce pont, visible depuis plusieurs points de vue à Lisbonne, a été construit pour coïncider avec l'exposition universelle de 1998. Ce pont fait environ 17 km, ce qui en fait le deuxième plus long pont d'Europe. Autre activité à faire si vous avez un peu de temps, et pas des moindres, l'aquarium de Lisbonne. L'un des plus grands aquariums d'Europe, célèbre pour son vaste bassin central abritant diverses espèces marines. Pour un prix d'environ 20 € par adulte, c'est un super moment à passer entre amis et en famille. C'est un très bel endroit pour se détendre et en prendre plein les yeux. Dernière soirée, on retourne dans le quartier de l'Alfama. L'occasion est là, on est en pleine période des fêtes des Saints populaires. Ces fêtes sont des célébrations animées et joyeuses qui se déroulent principalement en juin, honorant plusieurs saints, mais surtout Saint-Antoine de Lisbonne, Saint-Jean-Baptiste et Saint-Pierre. Les rues de Lisbonne se transforment, elles sont décorées de magnifiques guirlandes et de lanternes en papier.
La musique, notamment le fado, une musique traditionnelle portugaise, est omniprésente, ajoutant à l'ambiance festive de la ville. C'était vraiment incroyable de se retrouver au milieu de toute cette foule, j'ai adoré traverser toutes ces petites ruelles typiques de Lisbonne, pleines de charme et d'animation. En explorant Lisbonne, on découvre une ville qui célèbre la vie dans toute sa diversité, une ville qui, malgré les défis du passé, regarde résolument vers l'avenir. Lisbonne n'est pas seulement un lieu à visiter, mais une expérience à vivre, une invitation à se perdre dans ses ruelles et à se laisser emporter par la magie de ses paysages et de ses traditions. Que l'on soit attiré par son histoire, sa culture ou simplement par la douceur de vivre qui y règne, Lisbonne laisse une impression durable sur tous ceux qui la découvrent. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu et intéressé. Merci également à montrer votre soutien en vous abonnant à la chaîne. N'hésitez pas à écrire dans les commentaires ou à partager la vidéo, ça me ferait énormément plaisir. Et en attendant la suite, moi je vous dis à la prochaine!